Aujourd'hui, le choix d'aller dans ces métiers est plutôt un choix par dépit, parce qu'on ne sait pas quoi faire. On va occuper des postes qu'on n'aura pas choisis et pour lesquels on n'a pas de véritable vocation. Je crois que la clé dans tout ça, c'est de rendre ces métiers attractifs déjà. Ce sont des métiers qui pâtissent d'une image, qui ont un déficit d'image, il faut le dire, qui ne sont pas très bien valorisés sur le plan financier, qui n'offrent pas de perspective de carrière. Donc tout ceci est à organiser. Ce plan des métiers a plusieurs objectifs. Un, d'identifier les besoins sur un territoire donné. Alors sachez qu'il s'agit d'une expérimentation dans 3 régions, Alsace, Nord et Centre. Donc identifier les besoins sur le territoire, sélectionner les personnes en demande d'emploi au pôle emploi pour voir celles qui seraient intéressées par ces filières, et ensuite faire converger l'offre et la demande, proposer la formation appropriée à ces personnes, et de cette formation découle directement un contrat qui leur permette d'occuper un poste. Tout ceci se passe, bien évidemment, après avoir opéré la validation des acquis de l'expérience. Pour rendre ces métiers attractifs et les valoriser, il faut véritablement proposer la formation initiale. Dans mon secteur d'activité, dans mon portefeuille ministériel, ce sont les personnes âgées. Comment rendre ces métiers attractifs, si ce n'est chez les plus jeunes, si ce n'est en proposant véritablement un vrai parcours de carrière, une vraie filière professionnelle. Et c'est à cela, en ce moment, que je réfléchis. Pourquoi pas, si on proposait à des jeunes en âge d'aller dans des CAP, si on leur proposait un CAP dans la filière gérontologique, et puis si la personne veut aller plus loin, un BEP dans le secteur gérontologique, et après un BEP, un bac professionnel, et ensuite un BTS, pourquoi pas. Donner l'opportunité à ces jeunes, dès lors qu'ils s'inscrivent dans cette filière professionnelle, d'avoir un véritable parcours de carrière avec, bien évidemment, en changeant de métier, avoir une valorisation, une progression des salaires. Je crois que ça, c'est extrêmement important. On peut commencer auxiliaire de vie et pourquoi pas terminer directeur, gestionnaire d'établissement. Comme le disait Nora, ce qui nous intéressait dans la mise en place de ce plan métier sont les passerelles. Les passerelles, la valorisation aussi des acquis de l'expérience et la progression dans les carrières, mais en même temps, cette possibilité avec les passerelles de pouvoir changer aussi de métier. Parce que notre objectif à l'époque avec Valérie, et que nous sommes évidemment en train de continuer avec Nora, c'est que quand on entre dans les métiers de la petite enfance, parce que je ne veux pas non plus qu'on oublie le secteur du handicap. C'est extrêmement important. Je vous ai dit 283 000 emplois à créer dans le secteur du handicap, avec toute la technologie que je suis allée voir encore hier et qui est vraiment extrêmement valorisant aussi, parce qu'aujourd'hui, la technicité, la haute technologie au service du handicap, c'est quelque chose d'extrêmement fabuleux. Et d'ailleurs, nous avons un champ commun, puisque nous avons aussi des personnes âgées vieillissantes qui deviennent handicapées et pour lesquelles nous avons aussi des outils aménagés. Enfin, ça, c'était une parenthèse que je voulais dire, mais qui me semble importante. Mais sur ces passerelles, c'est quoi? C'est que dans les métiers de service à la personne, comme vous occupez des personnes de la petite enfance, et qu'ensuite vous dites j'ai envie d'avoir une formation qui me permettrait aussi d'aller vers les formations pour les jeunes handicapés, d'avoir des modules de formation complémentaires qui vous permettent de changer de métier, voire après pourquoi pas d'aller vers les personnes âgées et vice-versa, de dire moi je me suis occupé des services à la personne pour les personnes âgées, et si j'ai envie d'avoir des modules de formation complémentaires, il faut que tout ça puisse s'imbriquer pour intéresser de manière globale au métier des services à la personne. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une question qui a été soulevée, c'est un problème soulevé par les associations qui emploient justement des personnes dans le secteur du service à domicile en général. Il y a un problème de financement au niveau de ces associations. J'ai été interpellée au Sénat sur cette question-là. L'UNA m'a interpellée, les associations, les fédérations m'ont interpellée sur cette question-là. Suite à cette question de financement, j'ai immédiatement demandé donc à la DGAS, la Direction Générale de l'Action Sociale, de poser le problème et de faire un diagnostic partagé. Donc une réunion va se mettre en place le 22 décembre avec les conseils généraux. Vous savez que les conseils généraux interviennent puisqu'ils financent l'APA, ils financent aussi des aides sociales dans ce sens. Les fédérations seront là, la CNAV, puisqu'elle finance l'aide sociale. Au vu de ce diagnostic partagé, j'ai demandé aussi une mission à l'Inspection générale des affaires sociales
justement pour identifier les besoins, expertiser ce domaine du financement et faire des propositions et évaluer la situation et faire des propositions. Je crois qu'à l'issue de cette mission de l'Inspection générale des affaires sociales, nous y verrons plus clair sur la façon dont il va falloir organiser ce secteur de façon à mieux rémunérer effectivement les personnes du secteur du service à la personne. C'est vrai que dans les métiers de service à la personne, comme dans les métiers de la distribution d'ailleurs, hein, sont les femmes qui subissent le plus le temps partiel. Donc le temps partiel subi. Parce qu'il y a le temps partiel choisi, mais il y a souvent le temps partiel subi. Et c'est plus vrai dans les secteurs des personnes âgées, mais dans les secteurs des personnes handicapées, donc en centre, hein, en maison d'accueil spécialisée ou en foyer d'accueil médicalisé ou en ESAT ou en CAT pour les personnes handicapées, là on est plus vers des métiers plus stables, donc plus rémunérateurs. Et idem pour les secteurs de la petite enfance où, à travers les dispositifs qu'on a prévus, par exemple, je vais prendre l'exemple des jardins d'éveil, hein, où on peut travailler sur 2 jardins d'éveil et donc se partager dans une structure. Ce qui veut dire qu'on arrive après à avoir un équivalent au moins temps plein. Quand je vous parle des assistantes maternelles, elles sont 300 000 dans notre pays quand même, hein, et elles gardent jusqu'à 900 000 enfants. Il faut savoir que le fait de passer de 3 à 4 augmente aussi leur pouvoir d'achat et donc le côté très rémunérateur. Donc on voit bien qu'en leur donnant ce potentiel, on augmente aussi leur pouvoir d'achat et donc leur rémunération. En même temps, en travaillant comme ça en regroupement d'assistantes maternelles, parce que mine de rien, vous dites il faut créer des emplois, mais je peux vous dire, les parents sont très très demandeurs, et les collectivités locales. Moi, quand je suis allée lancer le plan métier au mois de décembre 2008, j'étais dans une commune à proximité de Paris, où le maire me disait « mais quelle difficulté on a à recruter des assistantes maternelles ?» alors que, voilà, il y a un besoin très fort qui existe, et c'est quand même rémunérateur. Hein, le salaire moyen d'une assistante maternelle, moyen, hein, s'élève à 1 200 €. Je crois que quand on est en recherche d'emploi, c'est bien d'occuper un emploi, mais il faut le faire aussi par envie, par goût. Si on a envie de s'occuper de personnes âgées dans mon secteur, ou dans le handicap ou la petite enfance, je crois que quand on a envie de s'occuper de l'humain, d'autres personnes, d'aider, d'être au service de l'autre, on a cette qualité de faire de l'empathie, on a cette qualité d'écoute. Je crois qu'on a tout à gagner parce que ces personnes qui sont en recherche d'aide, quelque part, ont payé de l'aide et du soutien, ont besoin de ces personnes qui s'engagent au service de l'humain. Ce sont des services qui ne sont pas, au contraire, dévalorisants ni dégradants, mais au contraire, pleins d'humanité, tournés vers l'autre. Et je crois que c'est une dimension qu'on a souvent négligée quand on parle d'emploi. Parce que l'emploi, ce n'est pas que le technique, ce n'est pas qu'un aspect technique des choses, il y a aussi un côté éthique. En même temps, il faut soutenir ces personnes-là et leur offrir, comme disait Nadine, de véritables passerelles. Oui, vous allez occuper aujourd'hui un poste qui n'aura pas ne demandera pas une qualification extrême, mais en tout cas, vous avez des perspectives. À nous d'inventer justement toutes ces passerelles et ces perspectives de carrière pour leur offrir justement d'avancer, avancer dans la qualification, donc dans le développement personnel, parce que occuper un poste, un métier, c'est aussi s'épanouir personnellement, se développer personnellement. Et donc, en offrant ces perspectives de carrière, c'est aussi l'opportunité de se développer soi-même et aussi de voir son salaire évoluer. Je crois que c'est important. Je pense que Nora a bien résumé les choses. Je pense que pour se diriger vers les métiers et les services à la personne, tant pour la petite enfance que les personnes handicapées, que les personnes âgées, il faut aimer les gens. Voilà. Je pense que c'est le premier critère. Parce qu'il y a un contact autre que les dossiers. Il y a un contact avec la personne. Donc ce contact qui peut être d'ailleurs, qui est physique aussi, c'est un contact physique. Hein, c'est un contact humain tellement profond que voilà, quand on s'occupe d'une personne handicapée, d'une personne âgée ou d'un tout petit, il faut aimer ça d'abord. Et puis après, quand vous dites, bah oui, moi j'aime m'occuper des personnes, parce que vous avez des gens qui n'ont pas envie de rester enfermés dans un bureau à traiter des dossiers. Il y en a d'autres qui sont passionnés par ça. Et donc, en fonction d'abord de son goût personnel, est-ce que vous aimez le contact avec les gens?
Si vous aimez ce contact avec les gens, eh bien c'est le premier critère pour vous dire, bah oui, moi je pourrais me diriger vers les métiers des services à la personne. C'est vraiment le premier critère. Si vous aimez les gens et si vous avez envie de ce contact, il est profondément enrichissant, il est profondément valorisant, il est profondément porteur d'emploi, il est profondément porteur d'avenir aussi grâce à ces évolutions. Donc voilà, je dirais, si vous aimez les gens, surtout n'ayez aucun scrupule, allez-y parce que vous avez des perspectives. J'ajouterais juste une chose, c'est qu'au contact des personnes âgées ou des personnes handicapées, il y a quelque chose qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'on s'enrichit soi-même, on apprend beaucoup de l'autre. Ouais, et ça, c'est une dimension qui est énorme. Vous savez, c'est des choses qui nous sont rapportées quand on va sur le terrain, qu'on va à la rencontre des gens et qui témoignent, ces personnes témoignent de l'enrichissement personnel qu'ils en dégagent. Je crois que ça, c'est très, très important à souligner.